Amis des oscilloscopes, bonjour. Alors, chose promise, chose due, hein, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré une carte 68000 et je vous avais dit qu'elle nous servirait d'exemple pour voir, alors on va voir deux choses. Déjà, une application pratique de l'utilisation d'un MSO, hein, d'un Mixed Signal Oscilloscope, c'est-à-dire un oscilloscope qui fait à la fois oscilloscope, je veux dire, analogique et analyseur logique. Et aussi, justement, on va faire un petit peu une preview, enfin une revue quelque part, de l'option analyseur logique Siglent 1104X-E. Alors, il faut savoir que c'est une option qui, je veux dire, elle est quasiment toute fraîche, hein, elle sort de la boîte. Hein, elle vient quasiment de sortir, il l'avait annoncé, Siglent, et j'ai la chance là d'en avoir un à essayer et de vous le présenter. Donc comme je l'avais dit, cette option, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois l'option qu'il faut installer sur l'oscilloscope, hein, donc ça c'est comme tout le système d'options, hein, ça se fait avec un système de code. Alors attention, c'est un peu piégeux, quand on saisit la licence, il faut bien choisir le type d'option qu'on veut, il ne sait pas le déduire du code. Donc ça, faut lui faire gaffe. Enfin bon, sinon, c'est voilà, un truc qu'on saisit, hein, c'est très classique. Mais en même temps, il y a du hardware. Hein, il faut voir la partie hardware que je vais vous présenter, hein, qui est livrée séparément. Donc, alors c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il faut commander les deux. Pourquoi ils ont fait ça? Peut-être que derrière, la sonde logique, elle pourrait aller avec différents oscilloscopes ou marcher autrement. Mais enfin bon, c'est leur choix ici. Donc voilà, on va déjà regarder un petit peu cette sonde et après son utilisation. Alors voici comment se présente donc le partie analyseur logique. Bon, j'ai mis un autocollant là, c'est pour cacher le numéro de série. Donc voilà, cette boîte Siglent là en carton. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, voilà, on peut voir qu'on a l'analyseur en lui-même, hein, ici un boîtier en aluminium. Ici, comme d'habitude, toutes les petites prises pour pouvoir facilement brancher les sondes. Et ici, un sachet, voilà, dont on va découvrir l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je le découvre en même temps que vous. On a donc un sachet antistatique ici. Donc ici le câble de liaison, a priori hein, ils ont pris quelque chose qui ressemble S-Bus. Ça ressemble vachement à du HDMI. Bon, enfin bon. Donc ce câble ici, alors qui est pas très souple, il faut reconnaître que au niveau souplesse, c'est pas gagné. C'est même pas souple du tout. Bon, enfin bon. Ici la nappe ici, donc qui va permettre de relier donc le boîtier ici avec les sondes. Voilà. Donc le boîtier ici et là l'embout hein, de sonde. Ça se retrouve comme on peut le voir avec 16 voies, un numéroté de 0 à 16, avec, donc là c'est très classique hein, ici, ce système, voilà, avec en bas les voies, ici hein, comme on peut le voir, en bas les voies et en haut les masses, voilà, sachant que là on se retrouve donc, voilà, avec là les sondes, qui elles pour le coup là sont pas blindées mais sont pas très longues. Donc on voit voilà l'impédance d'entrée 100 kΩ sur 8 picots. Bon, c'est relativement standard pour de la logique, il n'y a rien à dire. Voilà, en noir on retrouve ici les différentes masses, hein, ils les ont pas toutes mis. Et ici ce qui est intéressant là quand même, on voit qu'il y a des bacs de couleurs hein, qui rappellent bien, ils ont bien respecté ici le code des couleurs. Et ça on les retrouve ici sur ces pinoches. Donc ils sont des pinoches, on va dire standard qu'on peut mettre sur n'importe quelle broche ici à wrapper, ou justement là les relier facilement. Voilà, à ce genre de petit grip-fil là comme on peut voir. Donc là ça va se mettre comme ça. Quelque chose de très très classique ici. Voilà. Et ici on va pouvoir, on peut le voir là facilement, accrocher ça à des endroits où on veut tester. En plus, l'avantage là, c'est que c'est des connecteurs tout à fait standards. Donc on peut aussi tout à fait mettre une nappe par exemple, ou ce qu'on veut. En même temps, on n'est pas obligé de mettre les deux. Si on n'utilise que 8, il n'y a aucun problème ici. Donc voilà hein, pour le contenu de ça. Alors par contre, c'est vrai que par rapport à d'autres systèmes, ça fait ici un boîtier en plus. Hein, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord
brancher donc la nappe ici, là sur le boîtier analyseur qui est assez lourd. Hein. On a ici donc le cordon là qui va permettre de relier l'oscilloscope. Ici donc la nappe qu'on va mettre là, qui elle par contre est relativement longue, hein, donc ça c'est plutôt bien, ça permet d'éloigner le système de test. Et ici, voilà, comme on peut le voir, il va falloir rebrancher ça, voilà, au bout. Et ça, bien sûr, le relier avec le cordon ici à l'oscillo. Donc voilà, par contre, ça fait a priori aussi l'alimentation. Hein, de toute façon, c'est manifestement après une liaison série. Mais ici, voilà, tout le système d'acquisition, en fait, est là-dedans. Alors c'est vrai que là, il se démarque un petit peu des fois des autres systèmes où généralement tout est dans le scope. Alors est-ce que c'est mieux ou moins bien, je sais pas. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, passons à la pratique. Donc, il faut bien sûr relier le boîtier ici, donc sur cette prise ici, sur l'oscilloscope. Alors comme je l'ai dit, hein, ce que je trouve un peu chiant, c'est que le câble ici est très dur. Puis ce boîtier, bon, il est un petit peu encombrant. Enfin, encombrant, c'est pas qu'il est très gros, mais je veux dire, par rapport à d'autres systèmes où les prises logiques sont directement branchées sur le scope, il est un peu chiant. Maintenant, ce que je pense faire, là, j'ai fait comme ça pour la vidéo, je pense que, vu que c'est pas très profond, l'idéal, c'est plutôt de le mettre derrière le scope, vu qu'on n'a pas du tout besoin d'y accéder. Et à ce moment-là, je pense que ça deviendra moins gênant. Mais c'est vrai que le câble ici, c'est un peu dommage, il manque vraiment de souplesse. Alors ensuite, donc là, pour essayer, on va brancher ici donc l'analyseur sur une mémoire. Comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, cette carte ici à base de 68 000, on a vu ici qu'il y avait des différentes mémoires mortes. Et voilà, j'ai décidé de mettre ici une sonde. On va regarder un petit peu les signaux qui transitent sur une des mémoires et regarder un petit peu comment faire. Donc la première chose à faire, ça va être de brancher ici donc les différentes sondes sur le système à étudier. Alors ça, c'est toujours ça qui est un peu l'appli avec les analyseurs logiques. Surtout quand il y a beaucoup de voix, c'est plus ou moins facile à faire. Alors là, on voit que je vais utiliser deux systèmes. Le système ici d'avoir des prises, hein, alors ça existe aussi en CMS, hein, mais c'est ces prises là qui permettent de pincer un circuit et là de brancher ici les pinoches directement dessus. Hein, c'est sans doute chose des plus faciles et les plus rapides à faire. Mais sinon, voilà, en utilisant, comme on le voit ici, les petits grip fils là, eh ben, d'aller pécho directement les pattes qui vont bien. Hein. C'est-à-dire que là, en plus des signaux de la mémoire, là, je vais chercher et l'horloge qu'on voit ici, hein, du microprocesseur. Hein, comme ça, on va pouvoir mesurer sa vitesse. Et le signal s'appelle adresse strobe ici. Alors, vous voyez que j'ai mis ici cette étiquette. Ça, c'est quelque chose de très pratique. Hein. Dans le temps, je m'étais fait plein d'étiquettes pour les circuits que j'utilisais plus, qui permettaient facilement de retrouver les broches ici qu'on cherche. Ça peut être quelque chose éventuellement d'intéressant. Bien que maintenant, avec le CMS, c'est vrai que c'est plus difficile à la mesure où c'est beaucoup plus petit. Enfin voilà, donc ici, alors quand on branche, c'est un petit peu comme un oscilloscope, il n'y a rien qu'empêche de mettre les sondes sur un circuit sous tension. Hein. Maintenant, le risque, hein, comme on voit très serré, c'est pas tellement d'abîmer l'oscilloscope, hein, après tout c'est que des entrailles, c'est plus d'abîmer le circuit en faisant des mauvais contacts. Donc moi j'évite plutôt de le faire. Donc pareil, la bonne pratique c'est d'abord de brancher la masse. Donc ici je les ai pris là. Bon, c'est pareil, on va pas parler de ça aujourd'hui, hein, les masses, selon les vitesses qu'on veut mesurer, on peut les prendre à différents endroits. Mais enfin bon, ici, on va dire c'est pas des signaux de super rapidité, on n'est pas à la picoseconde. Ici, ça va le faire très très bien. Alors en même temps, sur l'horloge, j'ai mis, on va voir tout à l'heure pourquoi, à la fois la sonde classique analogique du scope, hein, ici, l'entrée 1, et aussi le truc logique. Donc voilà, une fois que tout ça c'est prêt, donc là il faut allumer l'oscilloscope. Donc voilà, l'oscilloscope est démarré. Alors, pour bien voir comment faire, on va repartir de zéro. C'est-à-dire ici, je appuie sur le bouton défaut de l'oscilloscope, pour vraiment faire toutes les manips, on va dire, à partir de zéro. Donc ici, quand on est dans ce mode-là, si on n'a pas besoin de la voix analogique, on peut la supprimer, et on va appuyer ici sur le bouton digital, et ici, voilà, de base, lui, il affiche ici toutes les voix. Alors, les premières choses à faire ici, c'est déjà de sélectionner les channels dont on a besoin. Ici, j'ai besoin de toutes les voix... on voit qu'il y a deux groupes ici, un D0, D7, D8, D15. Donc j'ai branché D0, D7 sur le bus de données, hein,
des 0 à des 7. Hein. Alors, c'est pas tout le bus de données, hein, je rappelle, c'est un 16 bits. Hein. Ici, on prend que la moitié. Hein. Mais pour la démo, ça ira. Donc là, j'ai besoin de tout ça. Et ici, voilà, là je vais choisir les voies après que j'ai besoin. En gros, hein, ça permet de choisir rapidement des groupes sans être obligé de tous les sélectionner un par un. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici, hein? Donc, j'ai mis sur D8, j'ai mis le chip enable, hein. Sur D9, ce qu'on appelle l'output enable. Hein. Je rappelle que les sorties de la mémoire sont valides quand les deux signaux ici sont bas. Sur D10, j'ai mis l'horloge, si je me rappelle bien, et sur D11, l'adresse strobe. Donc les autres, j'en ai pas besoin. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va les enlever. C'est pas la peine d'avoir des traces en plus, il y en a déjà beaucoup. Voilà, ici, comme ça. Ensuite, là, on peut choisir, là, éventuellement, voilà, l'espacement ici des traces. Et sur certaines traces, hein, ici, en faisant contrôle activité, il y en a même qu'on peut éventuellement déplacer. Là, on sélectionne celle qu'on veut déplacer, on appuie, et là, ça devient contrôle position. Donc voilà, là, je vais mettre par exemple plus haut le adresse strobe. Voilà, donc là, on peut ici mettre l'horloge. Voilà. Et ici, voilà, le output select et le chip select. Voilà, donc là, on peut les organiser un petit peu comme ça. Alors par contre, ce que ne permet pas cet oscilloscope, c'est un petit peu dommage, on ne peut pas renommer ici les voies, elles s'appellent, enfin elles ont un nom D0 à D15 fixe. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils feront plus tard, mais c'est vrai que des fois c'est pratique de pouvoir les nommer, parce que là, faut se rappeler ce que c'est. Bon, enfin bon, ça n'empêche pas trop de fonctionner. Une fois qu'on a fait ça, avant de brancher, il faut, hein, ça c'est propre à tous les analogiques, c'est régler ce qu'on appelle les seuils. C'est-à-dire, en fait, selon les tensions qu'on va avoir sur le montage, qu'est-ce qui différencie un 0 d'un 1? Donc là, c'est réglé par défaut sur TTL, et ça tombe bien parce que bah là, le circuit que je vais faire, c'est de la TTL. Donc là-dessus, ça c'est bon, il n'y a rien à y faire. Et puis, je dirais, pour l'instant, on peut se contenter de faire ça. Alors, on n'a plus qu'à brancher ici l'engin. Allons-y, hein. Et voilà, on voit que là, ça s'agite pas mal, hein, ici. Alors, la première chose qu'il va aussi falloir choisir, maintenant, pour avoir un affichage stable, bien sûr, c'est savoir sur quoi on va synchroniser. Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on va voir. Dans un premier temps, c'est une bonne idée de se synchroniser sur le signal d'horloge, hein, à savoir ici D10. Donc là, on va aller dans Trigger, choisir la source. Hein, pour l'instant, elle est sur le secteur, c'est pas ce qu'on fait mieux. Et on va choisir ici D10. Voilà. Et là, déjà, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà. Parce que, de toute façon, tous les signaux dérivent de l'horloge et généralement seront d'une fréquence inférieure à celle de l'horloge. Donc, en prenant l'horloge en synchro, je veux dire, on est quasiment sûr de ne pas en louper. Alors, bien sûr, c'est pas stable parce que là, il y a un programme qui s'exécute. Donc, sur le bus de données, il y a plein de trucs qui se baladent. Ça bouge plutôt. Bien sûr, hein, c'est un oscilloscope à mémoire. À tout moment, on peut ici le figer. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Alors, une des premières choses qu'on va pouvoir faire là, par exemple, c'est mesurer la fréquence d'horloge. Donc là, on peut tout à fait ici, c'est très classique, choisir les mesures. Et donc on va choisir quelle est la source ici de la mesure. Donc là, voilà, on voit que les voies logiques sont disponibles. Donc à savoir D10. Et qu'est-ce que je veux mesurer? On va dire la fréquence par exemple. Voilà, la période. Ça c'est pas propre à l'état logique. La durée... donc là, pour un rule de T-cycle serait plutôt de 50%. Et donc voilà, ce qui fait que maintenant, si je relance là, voilà, on peut déjà lire la fréquence d'horloge. Là, on voit qu'elle est de 8 MHz à peu près, ici. Donc ça va nous permettre donc déjà de regarder un certain nombre de choses. Alors généralement, ce qu'on veut faire après avec un analyseur logique, c'est regarder des choses un petit peu en particulier. Là, ce qui est intéressant, je voudrais regarder si est-ce que cette mémoire, il y a un accès dessus. Et quand il y a un accès dessus, par exemple, qu'est-ce qui est lu sur le bus ici? Alors, pour faire ça, on va utiliser un mode de déclenchement un petit peu spécial. Cette mémoire, hein, elle est accédée, c'est-à-dire elle est sélectionnée. Quand ici, le signal qu'on appelle chip select est valide, c'est-à-dire qu'il y a un signal qui dit à la mémoire, vu qu'elles sont toutes en parallèle sur le bus, c'est à toi que je cause. Et en même temps que le output enable est sélectionné, qui dit aussi, vas-y, sort tes données sur le bus, c'est à toi d'être active, hein, sinon les données, elles sont ce qu'on appelle en mode tristet isolé. Alors ici, une synchro classique, c'est pas très facile.
Mais ici, il y a, comme souvent, une fonction qu'on appelle reconnaissance de mots. Hein, là, ils l'ont appelé pattern. Voilà, qui va permettre de définir la pattern qu'on veut voir. Hein, on la voit ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est quand D9 et D10 sont au niveau 0. Donc pour voir ça, bah, je vais déjà créer ici, dire quelle est la condition que je vais mettre. Hein. Pour l'instant, ils sont tous en X, c'est-à-dire que c'est pas actif. Donc je vais dire quand D9 ici est bas, et D8 est bas. Voilà. Et en même temps, je vais dire quelle est la condition. Ah, bah, ici, c'est bien AND que je veux. C'est-à-dire, je vais lui dire maintenant, tu te synchronises quand, hein, on le voit ici, quand D9 et D8 sont ici à l'état bas. Donc là, je vais me remettre ici en mode single, c'est-à-dire je vais lui dire, bah, attends que cette condition arrive, et on voit que pour l'instant, elle n'arrive pas. Et pourquoi elle n'arrive pas? Bah, parce que cette mémoire, elle n'est pas accédée. Alors, je ne connais pas du tout comment marche ce système, mais j'ai remarqué en bricolant un peu que si on fait une fameuse interruption non masquable, voilà, ben là, justement, elle est accédée. Donc là, j'ai fait cette interruption, et on voit ici le point de déclenchement, on voit bien que D9 et D8 sont tous les deux à l'état bas. Ce qui veut dire que là, voilà, là, cette mémoire, elle est vraiment accédée. Et on voit que derrière, eh ben, le bus de données change. Pourquoi? Parce que la mémoire, ici, donne ici son contenu. Alors, ce qu'on peut voir au niveau des données, ici, c'est pas très facile à lire. Comme toujours sur les analyseurs logiques, hein, généralement, il y a moyen de grouper les channels sous forme de bus. Donc Digital Bus, hein, on choisit ici quel groupe de données ici on veut voir et comment là on veut afficher. Donc voilà, ici c'est fait. Et maintenant, hein, on peut voir, là, si j'agrandis, que là on a bien d'abord la sélection de la mémoire, ensuite on a l'output enable, et on voit que la mémoire ici elle réagit et elle donne la donnée. Donc ici on voit que c'est F9. Ici à chaque fois que je vais faire un single, voilà, bah là je vais voir à chaque fois, là, c'est pas forcément le suivant, hein, parce qu'il y a le temps d'échantillonnage, mais ici ce qu'il va y avoir sur le bus là. Alors quelque chose qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit aussi le temps de réponse de la mémoire. Hein, ça va nous permettre de voir. Ah, si je le refais. Ici, on voit bien le temps d'accès. C'est-à-dire que là, on a la condition ici qui sélectionne la mémoire et on voit que le bus de données, il change ici après. Donc, si on mesure ici le temps entre les deux, eh ben, ça sera le temps de réponse de la mémoire. Alors, pour ça, on peut utiliser, bien sûr, des curseurs. Alors là, j'ai vu un petit défaut. Hein. Alors, c'est pas un petit défaut, enfin, je veux dire, c'est pas un défaut rédhibitoire, mais on voit que les curseurs ici ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que pour que les curseurs fonctionnent, eh ben, il faut qu'il y ait une voie analogique de mise. Par exemple, n'importe laquelle. Si je mets celle-là, maintenant, ça marche. Mais à la limite, alors, je peux la dégager. Hein, j'ai pas besoin de l'afficher. Mais il y a quand même besoin que ça marche. Maintenant, par contre, là, si je règle ici les curseurs, entre le moment donc, où la mémoire est sélectionnée, on le voit ici, là, sur la output enable, et le moment où les données de la mémoire changent, ici, voilà, et bien là, on voit le temps d'accès du temps de réponse de la mémoire. Voilà, et on voit que c'est de 59 nanosecondes ici. Donc voilà un exemple d'utilisation. Alors dernière chose que je voulais qu'on peut voir ici, c'est justement le côté mixed mode. Le côté mixed mode, et on le voit ici, c'est qu'on peut mélanger dans ce mode-là à la fois de la vue digitale et la vue ici analogique. Donc là, comme je vous l'ai dit, la voie 1, je l'ai mis sur l'horloge. Et là, bah, voilà, on voit bien la différence. On a ici, c'est le même signal, mais vu d'un côté digital. Donc lui, il est forcément propre, hein, parce qu'il est 0 ou 1. Et ici, le vrai, qui, on voit quelques parasites. Et surtout, ce qui est chose de très intéressant qu'on peut voir, c'est que, regardez bien, ils ne sont pas tout à fait en phase. D'ailleurs, si on agrandit un peu, là, voilà, on voit que, eh ben, il y a un délai. Voilà. Alors que c'est le même signal. Normalement, ils devraient être tout à fait ensemble. Alors ça, c'est quelque chose, je ferai sans doute un jour une autre vidéo là-dessus, mais c'est lié au fait que il y a des délais qui se font par rapport au câble ou choses comme ça. Mais fort heureusement, ça, on peut le corriger. C'est le rôle ici de la fonction qui s'appelle DSkew, là. Et on voit que, voilà, on peut ici facilement, voilà, régler l'écart de façon à ce que ça colle ici au mieux. Bon, là, j'ai un affichage pas terrible, parce qu'il faudrait que je me remette plutôt sur la synchro sur des 10. Voilà, déjà, on a un affichage beaucoup plus stable ici. Voilà, donc ça, si on revient là sur le réglage analogique, hein, comme je disais,
Voilà, ici on voit qu'on peut très facilement là faire régler pour que les deux signaux ils soient bien ici en face. Donc ça, quand on utilise, je veux dire, à la fois l'analogique et le digital, on a toujours intérêt à un moment donné à mettre la sonde sur le même signal et régler ici ce retard de façon à ce qu'il soit pareil, ce qui permet après, hein, bah, si on fait des mesures justement avec les curseurs, des choses comme ça, d'être en phase. Bien, bah, voilà pour cette petite présentation. Alors, globalement, hein, j'ai pas, là, je vais pas faire une vidéo trop longue, hein, mais j'ai passé pas mal de temps à jouer ici avec cet analyseur logique, hein, cette option. Bon, je dois dire que mon avis est un petit peu mitigé. Alors, je veux dire, ça fait le job, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, on voit que c'est un petit peu frais. Là, on a vu par exemple l'histoire des curseurs, c'est quand même pas très sympa. Qu'on passe dans le curseur sur des valeurs logiques, souvent c'est bien d'afficher les valeurs. On voit qu'on ne peut pas nommer les lignes, les choses comme ça. Bon, maintenant, mon contact chez Siglon m'a dit que ça allait être amélioré, a priori, hein, ils y travaillent. Enfin bon, d'un autre côté, comme on le voit, ça marche quand même très bien, ça fait le job. Et puis, encore une fois, il ne faut pas non plus oublier un petit peu le type d'oscilloscope que c'est. Enfin, donc il ne faut pas s'attendre sur un oscilloscope, on va dire plutôt entrée de gamme quelque part, à avoir les mêmes options que sur un Keysight ou un Tektronix qui vaut 10 fois plus non plus. Donc, encore une fois, il faut toujours juger, je veux dire, enfin, par rapport un petit peu à ce qu'on compare, quoi. Mais enfin, donc voilà pour cette présentation. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux aussi une casquette? Et pourquoi j'ai une casquette sur la tête? J'ai une casquette parce qu'il pleut comme vache qui pisse et j'en avais marre d'avoir la tête mouillée, parce qu'après j'attrape le rhume. Et toi, tu veux quoi? Tu veux aussi une casquette? Ah mais t'as besoin d'une casquette, au pire il te faudrait une paire de gants, puis en même temps tu sors pas. Bon tiens, t'en veux une casquette? Eh ben on l'a une. Voilà. Bon, allez, c'est pas le tout. Alors, je vais vous faire une grande annonce qui va sans doute vous plaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de QDN, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Et alors c'est vrai que j'ai pas acheté énormément de trucs super cool à montrer, mais il y en a quand même. Alors ma prochaine vidéo, je pense que je la ferai demain, après-demain, je sais pas, mais ça sera un QDN. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.